podcast. Écho. 1998. Axel Kahn et les approches éthiques du clonage. Bonjour, je suis Florence, journaliste à l'INA. Cette semaine, j'ai choisi pour vous une archive du scientifique français Axel Kahn. Connu pour ses prises de position sur des questions éthiques et philosophiques, Axel Kahn est médecin généticien et essayiste. À la fin des années 90, il s'intéresse particulièrement au principe de clonage, comme l'indique justement la publication de son livre « Copie conforme, le clonage en question ». Cette archive date de février 1998. 2 ans après la naissance de la brebis Dolly, premier clone de mammifère de l'histoire, vient de naître le clone d'un veau, Mr. Jefferson. À cette occasion, Axel Kahn décrit ce que le clonage pourrait apporter à l'homme. Aujourd'hui, alors que les expériences se multiplient et qu'il n'existe aucune homogénéité dans les lois d'un pays à l'autre, le sujet reste vertigineux et il devient même brûlant. Quand est-ce qu'on pourra le faire à moindre coût et avec la plus grande efficacité Vous avez possible? raison, mais je voudrais un tout petit peu basculer la question. Avant le marché, il faut demander s'il y a des mécanismes psychologiques individuels qui va pousser des gens à demander à être clonés. Parce que le marché, c'est une demande. Alors, on peut le créer artificiellement. Mais ici, il n'a pas à être créé artificiellement. Je crois, et moi je l'avais vu d'emblée lorsque Dolly est né, et même un peu auparavant, il m'avait semblé d'emblée complètement évident qu'il y aurait une demande individuelle pour le clonage sur 3 bases, en fait. Qui est d'une part dans des couples complètement stériles, malgré la stérilité aujourd'hui irréductible, avoir une filiation biologique, par exemple, on va dire, parce que c'est simple, un couple de femmes homosexuelles pourrait avoir ainsi un enfant qui procède des 2 membres du couple. Deuxième possibilité, un couple qui a un enfant qui vient de mourir, et cet enfant, ils veulent avoir le même exactement, donc 9 mois après, à partir d'une cellule de l'enfant qui vient de mourir, qui va mourir, on fait un bébé qui lui ressemblera, qui sera son jumeau en réalité. Et troisième possibilité, beaucoup plus fantasmagorique, naturellement, le mythe de l'immortalité. L'idée que si, au moment où on va mourir, on est capable de se réincarner dans sa propre enveloppe charnelle, eh ben on va pas mourir. Non mais sauf que là, vous posez une vraie question philosophique qui est celle de la liberté. Là, vous nous racontez la grande histoire du narcissisme. C'est naturellement une dérive parfaitement narcissique, surtout pour ce qui concerne la filiation. Parce qu'une des caractéristiques de la filiation, c'est que dans la cellule familiale, il y a 3 étrangers. Il y a l'homme, il y a la femme, et ensemble, ils se mettent pour faire un étranger qui est leur enfant. Les combinaisons des gènes de l'homme et de la femme, ça fait 100 millions de milliards d'enfants possibles. Donc l'enfant, quand il naît, il est irréductible à la femme, il est irréductible à l'homme, il est un enfant autre. Il est une personne. Enfin. Il est une personne... bien sûr, oui. Qui a les moyens biologiques de son autonomie, en quelque sorte. Remplacer cela par simplement la reproduction narcissique de l'un des membres du couple me semble en effet tout à fait à l'encontre de ce qu'est la famille et de ce qu'est la filiation et son caractère lumineux. Sans parler de la vraie question qui est posée à l'humanité et à son avenir. Mais alors, comment politiquement on gère ça? Parce que je lis dans la presse que le Sénat américain vient de refuser une proposition qui consistait à interdire le clonage. Donc la porte reste très largement ouverte. Dans sa logique, en fait, parce que, en gros, il y a 2 approches éthiques, des problèmes éthiques. On va schématiser l'approche européenne continentale et l'approche anglo-saxonne. Les anglo-saxons, depuis un philosophe du 18e, Hume, considèrent que l'approche éthique revient à savoir si un acte crée du bonheur et diminue la douleur. Et à partir du moment où un acte crée du bonheur et diminue la douleur, il est éthiquement acceptable. Dans le cas que je vous ai dit, si l'enfant qui va naître, il est en bonne santé, on fait plaisir à un couple, on fait plaisir à des parents qui viennent de perdre un enfant, on fait plaisir à quelqu'un qui, ayant une vieille peau, aimerait bien renaître dans une peau toute neuve d'un bébé joufflu, et on fait de mal à personne. Donc, on y va. Ça, c'est éthique pour eux. Ça, c'est l'approche qu'on appelle utilitariste conséquentialiste. Alors que la base sur laquelle l'éthique européenne est opposée à cela, c'est que, en fait, il y va des droits de l'homme, le droit à la liberté. Une des bases anthropologiques de la liberté, c'est que tel qu'on est, personne nous a dessiné. On est tel qu'on est, mais personne nous a voulu tel qu'on est. Et on considère que si on devenait dépendant de la volonté d'une personne, d'une vie qui a déjà vécu, notre liberté en serait amoindrie. Voilà, opposition de 2 approches éthiques. Quel paradoxe quand même, parce que le veau qui vient de naître, on l'a appelé Jefferson en hommage au président américain, qui est l'un des rédacteurs de la déclaration d'indépendance des États-Unis, donc du formidable projet de liberté. Absolument. Je crois que la grande discussion, c'est un débat passionnant et il va amener à se cristalliser qu'est-ce qu'on appelle la liberté, qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour la défendre, par quels moyens.
Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles s'il vous a plu et à vous abonner pour ne rater aucun nouvel épisode. Rendez-vous chaque lundi sur Echo, un podcast produit par l'INA.